Ce soir, à premier plan, mesdames, messieurs, nous vous présentons deux poètes français, Jean Cocteau et Jacques Prévert. On sait que tous deux ont essayé de transposer au cinéma leur univers poétique et que tous deux représentent l'indépendance, le goût de rompre avec un certain conformisme par une série de feux d'artifice. Cocteau est en effet l'avant-garde cubiste des années 20, les excentricités du bœuf sur le toit. C'est un enfant qu'on a dit terrible, qui a découvert Radiguet et qui a fini à l'Académie française en 1955. Il écrit pour le théâtre Les Enfants terribles, La voix humaine, La machine infernale et L'aigle à deux têtes. Il a dessiné des dessins, des fresques, des poteries, des décors. Il a tourné des films, Le sang d'un poète, La Belle et la Bête, L'Éternel Retour, Orphée. Et actuellement, il tourne Testament d'Orphée, qui veut être comme une sorte de bilan de sa multiple carrière. Nous le retrouvons ce soir à Cannes avec Judith Jasmin en plein festival et passionné pour le travail de la nouvelle vague de cinéastes. Un homme multiple, complexe, un homme complet, comme la Grèce en a connu, Jean Cocteau. Jean Cocteau, éternellement jeune depuis quelques décades, et qui est en quelque sorte peut-être ce qu'il y a de plus nouveau quand on parle de poésie, de cinéma, de peinture, de ballet même, mais qui est aussi un moraliste. Jean Cocteau, qu'est-ce qui a d'abord dirigé vos pas vers l'art? Est-ce que c'est un... Eh bien, une erreur. J'ai cru d'abord que la poésie était un plaisir, que les muses étaient des femmes charmantes, et puis je me suis aperçu que c'était des personnes qui sont comme la menthe religieuse, qui dévorent la personne qu'elles épousent. Et je me suis aperçu que la poésie était un drame. Et à l'âge de 20 ans, j'ai complètement tourné kazakh, ce que Mauriac appelle partir sans tourner la tête. En effet, j'ai quitté une bande d'amis sans tourner la tête. J'avais beaucoup d'amitié pour eux, et si j'avais tourné la tête, je ne serais pas parti. J'aurais été changé en statue de sucre. Et je suis parti dans une bande très vivante qui était celle de Picasso, de Modigliani. Enfin, vous connaissez le bœuf sur le toit. Surtout de Montparnasse, la bande, Oui. de ce qu'on a appelé l'âge héroïque. Oui. Je me suis jeté dans cette bande, et comme j'étais en somme un homme qui venait de droite et qui arrivait à gauche, j'avais des inimitiés des gens de gauche qui me reprochaient d'aller à droite, et des inimitiés des gens de droite qui me reprochaient d'aller à gauche. J'étais dans la situation de Tirésias dans Troilus et Cressida, qui passe pour un traître auprès des Troyens et auprès des Grecs. Justement, vous n'avez jamais été un homme de droite ou de gauche. Non, et alors tout à coup j'ai compris que la poésie était un sacerdoce. Et j'y suis entré comme on entre dans les ordres. Et ce qu'on appelle ma fameuse politesse, c'est simplement les règles de l'ordre, du couvent, du cloître. Mais cette poésie ne vous a pas tenu dans des règles trop strictes, puisqu'elle vous a permis de vous évader vers d'autres disciplines. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est toujours la même chose. On change de branche, mais on est dans le même arbre. Oui. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient tout est par étiquette. Parce que n'être pas par étiquette, ne pas juger par étiquette, les fatigue. Et un poète a le droit de s'exprimer, comme l'a fait Léonard de Vinci, par des inventions de machines, par des ballets, par des paroles, par des poèmes aussi, et par des pièces, et maintenant par des films. Oui. J'ai toujours employé le cinématographe comme un véhicule pour m'exprimer, pour qu'un poète puisse s'exprimer. Mais ça n'a jamais été un métier pour moi. Je n'ai jamais été un cinéaste. Je ne fais pas partie de la corporation. C'est pourquoi je suis très libre, et c'est pourquoi ici vous me voyez dire des choses que je ne devrais peut-être pas dire. Il est vrai que je peux les dire puisque je ne suis pas président du jury, je suis président du festival. J'en suis très fier. C'est un titre qu'avait Louis Lumière, qui n'avait pas été redonné depuis. Et je crois d'ailleurs que vous êtes président à vie, en quelque sorte. Oui, président à vie du festival. Et président d'une quantité de choses. Tout le monde est président. On n'a qu'à se dire bonjour président et on ne se trompe pas. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un président qu'on appelle mon général, c'est le président de Gaulle. C'est le seul à qui on ne donne pas son nom de président. Oui, mais vous sinon, vous dépassez le festival de beaucoup quand on pense à ce que vous avez fait pour le cinéma depuis Le sang d'un poète. Vous avez toujours été un de ceux qui a enfoncé les formes. Eh bien, vous savez, c'était une époque très heureuse, l'époque du sang d'un poète, parce que d'abord, on s'est toujours demandé pourquoi le film Le sang d'un poète et les films de Buñuel, Le chien andalou et L'âge d'or étaient des solitudes. C'est parce qu'on ne peut pas faire des films de ce genre. Nous avons pu les faire grâce à un mécène qui était le vicomte de Noailles, et il nous a donné à chacun, il a donné à Buñuel 1 million et 1 million à moi. C'était une très grosse somme à l'époque, mais un homme pouvait donner 1 million en 1930,
Mais en 1959, le même homme, ou un homme analogue au vicomte de Noailles, ne donnerait pas à un jeune homme 100 millions. Parce que 1 est 1 et 100 est 100. On vous dit que c'est la même chose, mais l'argent ne monte pas selon une échelle normale. Et il n'y a pas d'aide au cinéma? Eh bien, voilà, vous savez qu'on parle beaucoup de crise du cinéma. Eh bien, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette crise. Je crois que cette crise, c'est que tout est trop cher. Mais on ne peut pas parler de crise du cinéma quand on voit un film comme celui que nous avons vu hier soir. Vous parlez des 400 coups de François Truffaut. Eh bien, il y a depuis 2 ans une apparition de jeunes. Jusqu'ici, il y avait un carrousel de metteurs en scène et qui avait installé autour du cinématographe. Je dis toujours cinématographe parce que le cinéma, c'est un peu comme les Esquimaux. Alors, on avait installé autour du cinématographe des fils de fer barbelés et la jeunesse n'entrait pas. Elle entrait par des courts-métrages, mais on lui refusait le long-métrage. Et les jeunes gens ont compris qu'il fallait agir comme j'ai agi moi-même, en franc-tireur. Et ils ont réussi, par exemple, Truffaut a fait son film avec, je crois, au lieu de 300 millions, 35 millions. Oui, mais on lui en veut. C'est-à-dire en dollars, très peu. Vous savez, l'argent, il faut que je vous explique une chose. L'argent du cinématographe, l'argent des producteurs et des distributeurs est un argent idéologique. Il n'existe pas. C'est un argent de rêve. Tandis que l'argent sur la table, ça c'est beaucoup plus difficile, mettre l'argent sur la table. Par exemple, quand je faisais l'Aigle à 2 têtes, eh bien, je demandais un décor nouveau. Décor de 5 millions, c'était une très grosse somme à l'époque, ça l'est encore, et on me donnait ce décor. Mais si je demandais une paire de gants pour Madame Feuillère, qui avait taché les siens en ramassant Jean Marais, qui était ensanglanté sur le sol, alors ça, on ne me la donnait pas parce qu'il fallait qu'on la paye. Et je vous citais le mot d'un très célèbre directeur de chez nous, à qui je disais jadis, mais pourquoi construisez-vous des théâtres en marbre et en fer forgé? Tous les beaux théâtres, les théâtres italiens, entre autres, sont des théâtres en bois. Et il m'a répondu, mais non, parce que si je faisais des théâtres en bois, il faudrait que je les paye. C'est-à-dire que passer un certain stade de luxe, on ne paye plus. Oui. L'argent est idéologique, je vous le répète, et ce sont des traites, ce sont des avances, des laboratoires. Mais l'argent sur la table, ça, je ne crois pas qu'un producteur, même qui passe pour très riche, puisse le mettre. Alors, je suis une famille bourgeoise où on passe pour un voleur si on n'a pas payé ce qu'on a acheté la veille le lendemain, et je suis habitué à l'argent sur la table. Eh bien, on ne peut pas le mettre. Et oui. Est-ce que cela vous empêche de faire... Oui, ça m'a empêché, oui, cela m'a empêché de... Mon film actuel s'est mis sur pied en quelques semaines parce que j'ai repris cette position de franc-tireur. Mais jusque-là, j'avais cru à mon âge, je m'étais dit, pourquoi ne pas profiter des grands producteurs qui me proposent d'être... Monsieur Raoul Lévy, par exemple, je peux le citer, parce qu'il a déjà oublié qu'il m'avait fait cette farce, et il m'avait proposé il m'avait téléphoné en me disant, mais Cocteau, j'apprends que vous avez des difficultés pour votre film. J'ai dit, non, je n'ai pas de difficultés, mais les affaires traînent un peu. Il m'a dit, eh bien, combien coûte votre film? Je lui ai dit d'un seul, mais c'est 4 sous, moi je le fais tout de suite, votre film. Si vous m'autorisez à le faire, si vous me faites l'honneur de me prendre comme producteur. J'ai dit, mais je suis enchanté, allons-nous faire un contrat? Mais non, vous avez ma parole d'honneur. Mais les paroles d'honneur, c'est filoche. Et je lui ai dit, quand vous verrez mon script, quand vous verrez mon texte, vous ne ferez pas le film. Et il me dit, mais non, c'est un film de vous, peu m'importe. Et en effet, il avait raison, puisqu'il est sûr que le film se vendra en Allemagne, en Amérique, en Angleterre. Mais dès que les producteurs voyaient mon texte, ils prenaient leurs jambes à leur cou. Parce parce qu'un film ne peut pas s'écrire. Un film est par image. On ne peut pas raconter un film. Tout film qu'on raconte bien est un mauvais film. Voilà une bonne norme. Il faut transformer. Voilà ce que c'est. Le film est ce qu'il y a de plus réaliste au monde. C'est une manière de prouver que des choses impossibles sont possibles. Par exemple, si je dis à quelqu'un que Orphée entre dans un miroir, ce quelqu'un me dit, vous le dites, mais vous ne me le montrez pas. Mais si je le montre, eh bien, les personnes sont obligées d'y croire. Je change une idéologie en fait. Et mon prochain film
serait en quelque sorte le réalisme que je mets au service de l'abstraction. Quel est le thème de votre prochain film? Il n'y en a pas. Ce sont des idées qui s'enchaînent et qui sont représentées par des personnes, par des lieux, et qui sont représentés avec le réalisme obligatoire du film. Mais je ne prétends pas du tout donner une leçon, et je ne prétends pas faire un film que les autres doivent suivre. Je prétends que le cinématographe a le droit de vous offrir la possibilité d'être d'une œuvre exceptionnelle. J'ai parfaitement le droit de dire, tiens, si elle marchera ou elle ne marchera pas, elle aura du succès, elle n'aura pas de succès, mais je voudrais m'exprimer par ce véhicule, Est-ce que justement ce moyen reste pour vous un moyen précieux d'expression? Ah oui. Oui, alors les gens, je vois par exemple un jour Chaplin me disait quel dommage, la pellicule est si fugace. Mais tout est fugace, la Terre aussi est fugace. La nature essaye de se détruire pour se recommencer à zéro. Et un jour peut-être justement un biologiste me disait avant-hier que les plus hautes formes de la création sont les plus facilement atteintes. Par exemple, il y a certains microbes qu'on ne peut pas arriver à tuer, tandis qu'un homme peut être tué par leur mécanique, par leurs ondes en une seconde. Par conséquent, il pensait que l'homme disparaîtrait vite et qu'il resterait de quoi faire une nouvelle race d'êtres qui sera peut-être tout à fait différente de la nôtre. Alors il n'y a pas, c'était, vous savez, le mot des Goncourt. Les Goncourt, on disait au Goncourt, la Terre a encore, je ne sais pas quoi, 300 milliards. Et il disait, mais alors, pourquoi écrivons-nous? Eh bien, il avait raison. Si on veut écrire pour l'avenir, c'est terrible. Mais moi, j'écris pas pour l'avenir, j'écris parce que, je vous dis, c'est un sacerdoce, j'ai besoin d'écrire c'est un devoir, je ne sais pas lequel. J'ai dit, et je le répète, la poésie, je sais que la poésie est indispensable, mais j'ignore à quoi. Et autrement, vous êtes poète, mais aussi je crois que vous symbolisez une forme de liberté dans votre expression. Eh bien oui, j'estime qu'il faut toujours être libre, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir de colle, il ne faut pas avoir d'attache, il ne faut pas être sur du papier à mouche. Par exemple, vos films, pas un ne ressemble à celui qui a précédé. Ah non, parce que en France, hélas, on adore un coup frappé à la même place. Et on adore reconnaître. Les gens aiment. Vous savez que reconnaître est beaucoup plus facile que connaître. Connaître exige un effort et reconnaître n'en exige aucun. Alors les gens aiment beaucoup dire, tiens, Madame Untel ressemble à Madame Untel, ou Monsieur Untel ressemble à Monsieur Untel, mais un visage nouveau étonne toujours. Et je me rappelle quand Garbeau est apparu au cinéma, on disait, elle a une voix de phoque, elle est impossible, on ne peut pas la photographier à cause de ses arcades sourcilières. Enfin, elle était sublime et on n'en voulait pas. Et je crois que c'est la beauté très mystérieuse du film d'hier soir qui a fait cette résistance, pas dans le public a fait un triomphe, mais cette résistance parmi mes collègues, enfin, qui sont beaucoup plus sévères que moi. Oui, mais vous êtes un homme justement toujours disponible, toujours neuf devant de nouvelles formes de beauté. Parlez-nous justement de cet apport dans le cinéma français actuel, qui est assez remarquable, des jeunes cinéastes. Eh bien voilà, d'abord il y a cette histoire, je vous reparler de l'histoire de l'argent, n'est-ce pas? Oui. L'histoire de l'argent. Ils ont eu longtemps devant eux une barrière, n'est-ce pas? On ne voulait pas, on ne veut faire un film que si, admettez qu'on ne veuille imprimer un livre que si on est sûr qu'il va se vendre à des milliers d'exemplaires et qu'il aura tous les prix. Voilà exactement la position des producteurs. Et en plus, ils ne connaissent pas le public, ils croient le connaître. Parce que comme quelquefois ils sont très bêtes, ils s'imaginent que le public est aussi bête que le public ne l'est pas. Notre drame est ce qu'on appelle l'élite. Donner des films d'abord devant l'élite. Il n'y a pas d'élite. L'élite, ce sont quelques personnes imperméables à l'émotion, qui ne veulent pas être émues, qui ne veulent pas regarder, qui arrivent pour résister aux œuvres. Et puis alors, si le film est assez solide ou a assez de chance, parce que souvent les jeunes ils n'arrivent pas à sauter cet obstacle, mais si pour sauter cet obstacle, alors ils tombent dans le vrai public, et le vrai public qui a payé sa place, le public simple, eh bien ce public-là est un public merveilleux, parce que s'il ne comprend pas la poésie l'intrigue, et passer la porte, il cherche, au lieu de dire c'est stupide, hein. C'est un public qui se passionne et qui, peut-être si on prend chacun à part, n'est pas grand-chose, mais en bloc, c'est un enfant
qui est très sensible à ce qui provoque le rire ou les larmes. Eh bien, Oui. contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vois, maître, que vous vous adressez non pas à un petit groupe, à une chapelle, mais vous vous adressez bien plus Oui. à l'homme. On s'est toujours trompé, les gens, c'est très facile de dire « Oh, il s'adresse à quelques personnes ». Ces quelques personnes n'y comprennent rien. J'ai vu hier soir. Et alors, quand on arrive à sauter l'obstacle de ces quelques personnes, on tombe parmi les purs et les simples, et qui, eux, je ne dis pas qu'ils comprennent, mais ils sentent. Je ne demande pas davantage. Il n'y a rien à comprendre. On ne comprend pas un poulet rôti. On le mange. On le savoure. Oui, on le mange. Alors, vous savez, je vous parlais tout à l'heure des difficultés financières. Oui. Eh bien, voilà. Jadis, la pensée était une chose abstraite et l'argent une chose concrète. Oui. Et avec le cinéma, tout a fait la bascule. La pensée pouvant se vendre est devenue chose concrète et l'argent est devenu chose abstraite puisqu'il n'y en a pas au départ, il n'y en a plus à l'arrivée et au milieu, il tombe dans une poche qui n'est pas la nôtre. L'argent est très mystérieux, l'argent du cinématographe, donc je vois bête, est idéologique. Voilà. Alors déjà, les jeunes gens ont besoin d'argent pour faire un film. Mais d'argent concret. Oui, parce que sinon, on ne donne l'argent abstrait qu'à ceux en qui on a une confiance illimitée, c'est-à-dire... des noms qui sont là depuis longtemps. C'est ça. Alors on dit, on va s'arranger avec des laboratoires, il y aura des traites, peut-être que l'Allemagne nous fera une avance, comprenez-vous? Tandis que le jeune n'a devant lui que le vide. Alors comment s'y prend-il? Eh bien, voilà, nous avons ces jeunes comme Malle ou les jeunes comme Chabrol, comme Truffaut, ils ont trouvé un moyen de... Ils se sont arrangés, comme moi je m'arrange. Par exemple, je vais vous raconter la manière dont je fais mon film. Quand j'ai vu que les producteurs n'en voulaient pas, car les étrangers se tordent de rire quand on raconte que les producteurs ne veulent pas mes films. Et ça, c'est vrai, ils ne veulent pas faire mon film. Eh bien, alors, j'ai demandé à des amis de me donner chacun une petite avance qui leur sera remboursé au début du film, et ils suivront aussi la chance du film, ils auront un pourcentage, et puis j'ai ensuite le Crédit National me donne une somme, et puis ensuite, là, ayant appris que je faisais un film, l'Allemagne, c'est une coopérative internationale. On ne peut pas le faire autrement, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Freinet disait, mais pourquoi avons-nous des producteurs? Je dis, parce que vous êtes paresseux. Parce que ça vous embête de faire des démarches, parce que ça... Eh bien, voilà l'homme qui a surmonté cette barrière que représente le producteur pour un cinéaste et qui peut faire un film en toute liberté, comme il l'entend, en étant son auteur, son producteur. Et même, il se passe une chose très drôle. Des acteurs célèbres m'ont demandé de jouer dans mon film. Alors, je dis, mais il n'y a pas de rôle. Mais il dit, mais nous ferons une petite figuration. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire les noms parce que ce serait une surprise, mais j'ai vraiment les figurations sensationnelles. Ce film, Il s'appelle Le Testament d'Orphée. Cela n'a aucun rapport avec le film. Oui. Le Testament d'Orphée, ça veut dire que c'est sans doute mon dernier film. Orphée représente le poète, n'est-ce pas? Et c'est un film qui, comment vous dirais-je, qui est de la même famille que le sang d'un poète. C'est-à-dire que je voudrais finir comme j'ai commencé. Et à cette époque, je ne connaissais rien du cinématographe, et il fallait que je l'invente. Et voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont pas de chance. C'est que c'était très beau d'inventer sa technique. Et aujourd'hui, il y a trop de techniques. Et ce que j'ai aimé dans le film d'hier, c'est que la technique avait l'air innée, on ne la sentait pas. Mais il n'y a rien de plus terrible que les techniques, parce que quand la technique progresse, l'âme déprogresse. Eh bien, merci, maître.